Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs et bonsoir chers amis du CREG. C'est un plaisir pour le comité et moi-même d'ouvrir ce 9e casting des entrepreneurs du CREG avec une formule nouvelle et inédite ce soir dont vous aurez le plaisir de la description dans quelques instants. Christian, c'est à toi. Mesdames, Messieurs, chers amis et amis du CREG, chers orateurs et visiteuses et visiteurs, bienvenue à notre 9e casting du CREG. Un entrepreneur se doit d'être prêt et de faire face aux défis et aux accidents qu'il rencontre sur sa route ou qui bordent sa route. Se remettre en question, analyser la situation, faire des choix, à nouveau et encore et toujours prendre des risques et avancer dans une autre direction avec des outils nouveaux sous peine de disparaître. Non, nous ne sommes pas dans le monde impitoyable de Dallas, mais dans le monde de l'entrepreneuriat. Et c'est le thème ce soir qui nous intéresse, l'innovation en période de confinement, le dynamisme des entrepreneuses et entrepreneurs. Son déroulement, Aurélie Auclair, Gilbert Mouron, Olivier en mode reporter, qui a d'ailleurs fait un très joli reportage, et moi, allons vous présenter brièvement les orateurs de ce 9e casting, soit Fabrizio Barozzi, directeur du Casino du Lac, Yvan Haro, fondateur et directeur général de la Fondation Pro, la Sardaigne, avec Stefano Fanari, restaurateur et propriétaire du restaurant Giardino Romano, Océane et Pierre Gallet, du domaine de la brunette, rien à voir avec la cigarette, en reportage avec Olivier, et avec la Corse et l'hôtel Calvi et monsieur Yvan Maury, et à l'international, voire même au mondial, avec nos 2 étudiantes, Anne-Lotte Perdec et Agustina Rodriguez de l'AIESEC, nos étudiantes de choc, et Denis Barre, qui est à la barre d'ailleurs d'IKEA Vernier-Genève. Voilà, chaque orateur aura 4 minutes de temps de parole, suivi de 3 minutes pour répondre à nos questions. S'il vous plaît, respectez le temps à disposition, 4 plus 3. Sinon, la fée Clochette, soit notre président Gilbert Mouron, vous rappellera à l'ordre. Je cède par conséquent la parole à Aurélie Auclair pour nous présenter l'orateur. J'ai le plaisir de présenter à mon tour Yvan Haro, directeur général de la Fondation Pro depuis mai 2019. Yvan Haro travaille depuis 20 ans dans le domaine du bâtiment. Il est ingénieur en génie civil. Il a commencé sa carrière notamment au sein de Choquet Construction, qui est à l'origine de Pro. Il a travaillé par la suite chez Implenia. Il faut rappeler que Pro, à l'origine, c'est un atelier de réinsertion créé en 1987 par Choquet, une entreprise de construction, pour les maçons abîmés par leur activité. Cet atelier a connu un tel essor que Pro aujourd'hui est composé de plus de 450 collaborateurs, dont 2 tiers de ceux-ci sont en situation d'invalidité. La mission de Pro est de créer des postes pour des personnes exclues temporairement ou durablement du marché du travail, notamment en raison de handicap. Elle veille aussi à offrir une grande variété de produits et de services innovants en privilégiant la rapidité, la flexibilité et l'agilité. Yvan Haro, la parole est à vous. L'ensemble des membres de la direction, afin de définir ensemble les besoins potentiels en matière d'accompagnement, d'orientation, mais également pour identifier les outils qui nous permettraient de suivre toutes ces personnes à distance. Et on a défini ensemble des protocoles d'appel que l'on a pu tester avant de déployer le dispositif.
Ce dispositif, il a été déployé le 19 mars. Donc, on a débuté des appels à l'ensemble de nos collègues qui étaient en arrêt de travail. Et ces appels avaient une fréquence qui variait d'une fois par semaine à plusieurs fois par semaine en fonction de la situation de chacun. Et le but, c'était vraiment de garder le lien, de se renseigner sur l'état de la personne, de répondre aux questions qu'il pouvait se poser, qui étaient soit en lien avec la situation, soit, je vois Aurélie qui gesticule, donc je ne peux pas m'empêcher de rigoler, soit de les tenir informés de l'évolution de la situation chez Pro. Et surtout, notre but, c'était d'identifier les personnes qui présentaient des risques majeurs et de les orienter vers nos psychologues afin de pouvoir les soutenir durant cette période difficile. Il faut savoir que sur les près de 400 personnes que nous avons suivies à distance durant cette période, 70 personnes présentaient des risques importants, 30 personnes des risques majeurs, dont certaines des risques de suicide. Donc, c'est pour ça qu'il était très important de garder ce lien. Cette démarche, comme je vous le disais, elle a contribué à la prévention des risques psychosociaux, mais elle a également favorisé le sentiment d'appartenance à la communauté pro. La majeure partie des collaborateurs, lorsqu'ils sont revenus en emploi, ils nous ont fait part de leur gratitude. Et même si aujourd'hui on continue à avoir des situations difficiles, notamment en lien avec les personnes qui sont en RHT au sein de la direction restauration, on sent que le stress qui au départ était essentiellement lié à l'angoisse de la maladie, voilà, donc il a glissé vers le stress lié à l'isolement. Et pour finir, juste peut-être 2 mots, tout ça pour vous dire que ce qui était important pour nous, c'était de nous focaliser sur l'humain, de façon à pouvoir saisir les nombreuses opportunités commerciales qui se sont présentées à nous. On a pu développer de nombreux business, je vous en parlerai peut-être une autre fois. Et aujourd'hui, on se focalise surtout sur l'expérience vécue, sur comment on peut capitaliser sur ce que nous avons fait, sur ce que nous aurions dû faire autrement et faire en sorte que les prochaines crises, parce qu'il y en aura d'autres, on puisse les aborder sereinement. Désolé pour le dépassement du temps et à disposition pour toute question. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques exemples sur les initiatives, justement, les prestations commerciales que vous avez pu développer pendant la crise? Alors, effectivement, on a, par exemple, été sollicité par une autre institution qui s'occupe de personnes handicapées pour trouver une solution pour pallier au manque de masques. Donc, on a mis en place un atelier de confection de masques en tissu. Donc, en 48 heures, on a créé un atelier éphémère. Cet atelier, il a compté jusqu'à 15 personnes. Et dans le cadre de cet atelier, on a pu produire jusqu'à 20 000 masques qui ont été essentiellement vendus au travers d'une plateforme de e-commerce qui a été spécialement développée. Je peux également vous parler du conditionnement de solutions hydroalcooliques. Donc, on a travaillé tout d'abord pour une entreprise privée, puis en direct pour le canton avec Firmenich et Givaudan. On a conditionné environ 196 000 litres de solutions hydroalcooliques. On a également eu l'occasion de développer une gamme d'épiceries et de travailler pour les hôpitaux et de confectionner plus de 13 200 paniers garnis pour remercier les collaborateurs en cette période de pandémie. Et puis surtout, un élément très important, c'est le dispositif chèque service qui a permis de suivre plus de 10 000 personnes œuvrant dans l'économie domestique. Je m'emballe, Aurélie, tu sais bien. D'autres questions? On va vous passer la parole en fin de réunion pour compléter votre intervention. On a quelque peu dépassé le temps imparti, voilà. Et merci infiniment pour l'intervention. Voilà. Je vais présenter Fabrizio Barozzi, qui depuis janvier 2009 à ce jour est le directeur du Casino du Lac à l'ICC en face de l'aéroport de Genève. Auparavant, il était au Casino de Crans-Montana de 2017 à 2018 et depuis 1996 au service des casinos de Montreux, du Jura à Courant-de-Lin, en Valais et à Genève. Le jeu n'a par conséquent plus de secret pour lui. Et puis entre 2014 et 2016, il a complété sa formation à l'École des hautes études à Genève
jusqu'à l'obtention d'un MBA en administration et management appliqué, ainsi qu'en management du luxe, entre autres. Il est issu de l'hôtellerie. Il a su, et il l'a bien fait, il a gravi les échelons, tous les échelons, et a mis tous les atouts dans sa manche et a joué carte sur table et a évité la roulette russe. Fabrizio, à vous la parole et jetons les dés. Stefano Fanari, il est d'origine sarde, mais a passé sa jeunesse en Ligurie, à Alassio, je ne sais pas, on fait toujours le reproche, je prononce très mal en italien, mais tant pis. Entre Gênes et Imperia, Stefano a débuté sa carrière professionnelle par une formation de spécialiste en salle, puis Genève en 1980, où il se perfectionne sur toutes les autres facettes du métier. Maître d'hôtel de Movenpick à la rue du Cendrier, fume-t-il, je l'ignore, puis la Suisse alémanique, retour à Genève, il reprend la fameuse brasserie nouvelle à la rue de Lyon, connue pour son entrecôte et sa fameuse sauce, et le Giardino Romano à la rue Saint-Jean 30A depuis 2003, où il nous fait découvrir à travers ses plats les saveurs de la Sardaigne. Je souligne qu'il y a un parking souterrain à disposition, parce qu'à Genève et en particulier à Saint-Jean, ce n'est pas facile de se parquer. Donc, un point. Et Stefano, avec son épouse, Evelyne, font partie de l'organisation Slow Food, un mouvement suisse, même mondial, dans plus de 160 pays, qui a pour but de promouvoir le bien manger, les cultures locaux, les traditions, en fait, propres, justes et bons. Ce sont les slogans de Slow Food. Il est également membre, comme notre président, des disciples. Attention, ce n'est pas une secte, c'est d'Auguste Escoffier, le roi des cuisiniers et des cuisiniers des rois. Cher Stefano, à vous de passer à table. Voilà, merci Christian, c'était vraiment incroyable. Vous m'avez fait revivre des bons moments de ma jeunesse. J'étais électromécanicien et mécanicien avant d'entreprendre le métier de la gastronomie. Donc, je suis quand même un précurseur du changement. Et déjà, je vous parle de quelques années en arrière. Je n'aimerais pas donner mon âge. Est-ce que vous m'entendez d'abord? Vous entendez clair? OK, super. En tout cas, merci. Je suis honoré de faire partie de cette équipe. Merci Aurélie. Et puis à Messier Moron, qui, je connais justement, président pour les Escoffiers. Et qu'est-ce que je peux dire du Giardino Romano? C'est-à-dire, moi, ce qui m'a poussé, c'est toujours la passion et puis le bien faire vers les autres, c'est ce qui m'apporte le plus. Et mon ego a besoin de ça. Je pense que c'est une énergie qui vient parce qu'on le sent vraiment. Et puis, j'ai appris avec les différentes associations, effectivement, entre autres les Escoffiers, Slow Food, c'est le partage, la passion, c'est quelque chose qui me donne énormément. Et avec ce levier, je trouve dans mon chemin, mon parcours de vie, des gens aussi passionnés et qui me donnent énormément d'énergie. Quoi dire d'autre? Je préfère la modestie, c'est beaucoup plus intéressant. Je me protège un petit peu de m'exposer à dire des choses peut-être qui ne me correspondent pas. Mais voilà, à ce moment, je suis au Giardino Romano et j'entreprends énormément d'activités aussi également pour la formation professionnelle. C'est un sujet qui me touche beaucoup. Et sinon, autrement, toujours essayer d'avoir un dynamisme à mon entreprise parce que c'est important d'avoir toujours ce mouvement. D'ailleurs, j'ai bougé un petit peu avec ma tablette parce que je ne savais pas si j'étais en ligne ou pas. Mais c'est un petit peu mon caractère, mon attitude. C'est vraiment jamais stagner, toujours être prêt au changement, à l'alerte tout le temps.
c'est pas un stress négatif, c'est plutôt un stress positif que moi je recherche continuellement, probablement parce que j'ai besoin de cette poussée. Ça me rend service aujourd'hui, que nous sommes en grande difficulté. Et effectivement, il y a des moments qui sont très, très difficiles, mais il y a aussi un éclat d'énergie que ça vient de beaucoup de choses. Ça vient d'abord pour mes collaborateurs et ensuite les clients. Les clients, c'est un trésor inimaginable et franchement, je me sens quand même chanceux d'avoir une clientèle qui correspond un petit peu à mon 3 minutes 50. C'est parfait. Merci Stéphano. Alors, un homme de challenge. Eh bien, le plongeon, cher Stéphano, et non pas la plonge, car cela vous connaît. Si, je la connais très bien. Mais plus sérieusement, comment passe-t-on de ce plongeon de fermeture abrupte et de longue fermeture dans cette grave crise sanitaire, économique et sociale à la création d'une initiative qui vous aide et vous apporte de l'espoir? Et puis, ne pas faire la rupture de lien avec vos clients. Alors, effectivement, aujourd'hui, on remarque que si on n'a pas fait de chiffre d'affaires, l'État il est en train de nous compenser justement ce manque à gagner. Donc, finalement, quelque part, j'ai mal fait de travailler, mais non, je crois que j'ai bien choisi de garder l'établissement ouvert. Déjà, le lundi fameux, ils nous ont dit cet après-midi, vous êtes fermés. C'était vraiment brutal. Et moi, j'ai dit, c'est pas possible. Moi, je peux pas. Évidemment, le soir, j'étais fermé. Mais je me suis dit, non, c'est pas possible. Demain matin, j'y vais, j'allume mon four et puis je fais brûler du bois parce que moi, j'ai envie de voir des flammes. Et ces flammes qui vraiment me font vivre, c'est-à-dire aussi l'avoir à la porte ouverte pour recevoir les gens, les clients qui viennent tout au long de l'année. C'était une manière aussi de les remercier et de dire, je suis là, vous inquiétez pas, je suis ouvert, je peux vous servir parce que je crois que c'est un réel besoin aussi de la population. On peut pas. Il y a des gens qui ne savent pas faire à manger à la maison, heureusement, mais il y a aussi des gens qui c'est quand même dur de travailler, surtout les familles, les enfants, le travail, et ensuite faire à manger. Donc c'était un réel besoin. Et puis moi, j'avais besoin de cette ouverture, une boutique, voilà, une boutique des produits de bonne qualité. Les clients ils pouvaient voir que j'ai transformé ici un petit globus. Excusez-moi pour la publicité, dans ce restaurant, j'ai activé les associations parce que c'est important de faire, etc. Donc, j'ai essayé de… C'est pas juste peut-être le mot, j'arrive pas à trouver les mots parce que c'est pas facile de parler en séance comme ça, mais de creuser un petit peu les besoins et puis les besoins voilà, d'extérioriser mon énergie. Voilà, c'est un peu ça. Alors, j'ai bien retenu que vous avez besoin de flammes. Oui, j'ai besoin de flammes. Voilà. En tout cas, on a senti que vous l'aviez, la flamme sacrée. Donc, ça fait plaisir. Et puis, d'innover et pas baisser les bras, mais de continuer. Et puis maintenant, au niveau de l'État et puis des aides, est-ce qu'elles ont été adaptées à votre activité? Ah, merci pour l'image. Bravo, magnifique. Alors voilà, et puis il ne faut pas oublier les collaborateurs, effectivement. Bravo, c'est une bonne initiative. Magnifique. Je sais, je vais vous prendre du temps, mais je profite puisque je suis en ligne. C'est très bien. C'est très bien, ça. C'est une séance qui est vivante. Au niveau des RHT, ça vous a aidé, bien entendu, je pense. Alors, effectivement, je dois dire que, vous savez, effectivement, je parle pour ce qui me concerne. J'ai toujours… c'est-à-dire que quand on se retrouve dans une condition de dire maintenant, ferme ton établissement, j'ai dit, je fais comment? Je dois payer mes employés, je dois payer mes loyers, enfin tout ce que vous connaissez. C'était une catastrophe, c'était vraiment le monde qui s'écroulait. Petit à petit, vous savez, ça a commencé à donner aussi le crédit, vous savez, le crédit aux entreprises, aux commerçants que j'ai reçu. Et donc, c'était en sécurité un petit peu pour ma survie.
Pardon, excusez-moi pour le son. Voilà, je suis de nouveau là. Et puis, donc, ça, c'est commencé. Puis après, on nous a dit il est racheté. Et je dois dire, probablement, je suis chanceux d'avoir reçu, pas tout de suite, mais quand même dans le mois suivant, quand même, les a rachetés. Maintenant, il y a le département de l'économie genevoise, il nous a aidés également. Et nous avons reçu dernièrement des aides, c'est les frais, je ne me rappelle plus, enfin bref, c'est… Oui. Cas de rigueur, bravo, merci beaucoup, super. Les cas de rigueur. Donc, je vois que l'État, il est même présent. C'est toujours comme ça. Quand la famille va mal, on critique maman et papa, on les déteste. Puis après, on voit que quand même nos parents ils s'occupent de nous et je dis finalement, je suis rassuré, il y a quand même quelque chose. Donc moi, je pense que c'est vrai que même l'État, le département de l'économie était surpris de ce qui nous arrivait. C'était difficile de gérer les priorités. Mais aujourd'hui, je me sens rassuré, je me sens quand même dans un, je sais pas, j'aimerais pas faire de la politique, c'est pas le jour, mais je me sens quand même, disons, confiant et on sortira plus fort de cette crise, on sera beaucoup mieux. Et puis, c'est de l'énergie négative qui a été emmagasinée aujourd'hui, mais demain, certainement, on va exprimer une énergie positive que ça va relancer un petit peu le tout, avec la réflexion d'être, je sais pas, une autre sagesse. D'accord. Très bien. Merci. Stéphano, merci beaucoup Merci à vous. pour tous ces mots d'optimisme. Moi, j'ai relevé une chose, de mécanicien à cuisinier à manager, ce soir, vous êtes devenu encore caméraman. Merci beaucoup. Je cède la parole à Aurélie. J'ai le plaisir de présenter Pierre Gallet. Pierre Gallet du domaine de la Brunette, Gallet fleurs, légumes, fruits, à Cartigny. Alors, Pierre Gallet, ne pouvant être présent ce soir, il a réalisé un mini-film avec l'un de nos membres, l'un des membres du comité du CREG, Olivier Lascuc. Pierre Gallet donc cultive avec passion les fleurs, les fruits et les légumes sur 25 hectares, et notamment des cardons, du blé et du colza, des fleurs en pot, des noix, des fraises en serre et plantains. Vous pouvez commander ces produits à la ferme, les acheter et les commander à la ferme ou les retrouver sur le marché de Carouge. Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est le CREG qui se déplace chez un de nos intervenants, Pierre Gallet. Bonjour. Bienvenue. Alors je vais laisser Pierre présenter son activité. Alors nous on est partis il y a déjà fort longtemps, une trentaine d'années. J'ai repris de mon père une exploitation un petit peu agricole, légèrement maraîchère, avec un tout petit peu de fleurs et d'horticulture. On est parti sur de la production pure pour faire de la vente directe et en fait toute notre production est vendue directement au privé. Très bien. Et quand le confinement a commencé, la crise a commencé en mars l'année dernière, c'est le thème de la soirée, de demain, puisqu'on enregistre la veille, 24 heures avant pile, un jour avant. Eh bien, quelle innovation, quelle initiative, s'il y en a eu, a été prise par l'exploitation? Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont fermé les marchés du jour au lendemain, vraiment du jour au lendemain. Et j'avais une équipe de jeunes sous la main du marché qui pouvaient nous aider. Ce qui s'est passé, c'est que les clients se sont retrouvés un petit peu coincés. Et là, d'un coup, il y a des gens qui nous ont demandé, vous ne pourriez pas livrer, on est coincés, on est à la maison. Et là, ma fille, elle a fait 2-3 annonces sur Facebook, annonces un petit peu en dehors. Et du jour au lendemain, on est parti avec des paniers récupérés à la ferme directement ou livrés par des bénévoles chez les gens. Super. Alors, ça c'est bien beau, mais la transition, quand on plonge dans une crise jusqu'à la mise en place d'une initiative, ça prend combien de temps et ça se passe comment? Alors, c'était assez rapide chez nous. On va dire qu'en une semaine, on est passé de l'idée à la pratique. Et on a eu beaucoup de chance d'avoir en fait des gens qui sont venus se proposer. J'ai du temps, je suis prof, je suis coincé. La gym, ils en veulent plus à l'école, c'est trop dangereux. Donc ils sont venus, ils ont fait les livraisons. Et en fait, avec une équipe de bénévoles,
On a réussi au bout d'une semaine, on était performant. On a fait 2 sorties, une sortie magasin, une sortie arrière. Et en fait, on a utilisé tous les locaux de l'entreprise. Magnifique. Et alors, la deuxième question qui sera posée à tous les intervenants, donc ce soir, c'est qui a eu l'idée de la mettre en place? Alors là, c'est ma fille, parce qu'en fait, c'est elle qui était un petit peu sur les réseaux sociaux. Et en fait, elle a dit, mais il faut qu'on partage, il faut qu'on aille plus loin, il faut faire quelque chose pour toutes ces personnes coincées à la maison. Et en fait, elle a pris l'initiative de faire de la pub à droite, à gauche, puis nous, on a exécuté, quoi. Donc c'est elle qui a boosté tout le monde. Elle a boosté tout le monde, elle les a mis au boulot. Magnifique. La dernière question, les aides de l'État, est-ce qu'elles ont été utilisées? Et si utilisées, est-ce qu'elles ont été utiles? Alors, chez nous, on va dire ceux qui faisaient les marchés, mais qui avaient que ce rapport-là, ils ont demandé les aides de l'État. Nous, vu qu'on avait déjà trop de boulot, donc on n'allait pas demander d'aide du tout, on a fait face avec nos propres moyens. Et on est bien content, on n'a pas eu de soucis. Magnifique. Voilà, on revient, là on s'est mis un petit peu à l'extérieur. Tu nous as pas dit grand-chose sur l'entreprise, sur l'exploitation. Dis-nous-en un petit peu plus, il nous reste 2 minutes avant que notre président sonne la cloche et nous interrompe dans cet entretien. Alors, l'entreprise a 35 hectares à peu près de culture, dont 6 hectares de maraîchère et 4 hectares de fleurs. Et sous-abri, tunnel, on a à peu près un demi-hectare. Voilà, ça donne une idée. Au niveau de la production, énormément de culture pleine terre. Aucune culture hors sol chez nous. Combien d'employés? On est une quinzaine à plein temps. Combien de véhicules? Ouais, 7-8. D'accord. Et quel est le pourcentage de la production plein air et puis sous serre? Alors la majorité c'est plein air, vu qu'on a demi-hectare de tunnel par rapport à 30 hectares. Super, merci beaucoup. Voilà, merci. Alors, nous remercions en tout cas beaucoup Pierre Gallet pour son intervention. Nous allons passer maintenant à l'introduction de Yves Maury. Gilbert, à toi. Merci. Oui, salut Gilbert. Bonjour à tous. Alors, d'abord, je vais introduire notre ami Yves Maury, qui est un entrepreneur polyvalent, à la fois gérant d'un café, d'un restaurant et d'un hôtel à la ruelle du Midi aux Eaux Vives. Il est également le gestionnaire d'une salle de spectacle, le poivrier dans les sous-sols de son établissement. Autant dire qu'il a une grande expérience de la vie active de la population et des soucis actuels liés à la Covid-19. C'est un ami de plus de 30 ans. Cher Yves, je te cède la parole. Merci Gilbert. Bonjour à tous. Je vous avoue que je suis en principe beaucoup plus à l'aise avec le contact direct avec la société, avec les gens. Donc, cette étape de passer par des caméras et des micros, c'est un petit peu particulier pour moi. Je pense que ça l'est aussi pour beaucoup d'entre vous. Mais enfin, comme vient de dire Gilbert, j'ai eu plusieurs casquettes. On a eu la chance de se rencontrer il y a déjà une trentaine d'années sur les bancs du conseil municipal. Et depuis, nous avons lié une très belle amitié. Et je le remercie pour tout ce qu'il fait entre la réunion de ces entrepreneurs qui ont des avis très intéressants. Enfin, je suis là plutôt pour vous parler un tout petit peu de moi. Donc, effectivement, j'ai eu une expérience assez complète quand j'étais un peu plus jeune. J'ai travaillé un peu dans le milieu immobilier. J'ai eu l'occasion de construire un peu, d'assister les architectes, faire des surveillances de chantier. J'ai fait l'école hôtelière. J'ai eu un mandat effectivement au municipal avec mon ami Gilbert. J'ai exploité bars, restaurants, cafés, discothèques, président d'association pendant pas mal d'années aussi. Et puis, au vu de tout cela, un beau jour, je me suis trouvé avec un terrain en ville qui était à la ruelle du Midi. Certains d'entre vous ont eu l'occasion de voir la salle qui est en bas, dans laquelle on a fait plusieurs réunions du CREG. Et à cette époque-là, quand j'ai repris, c'était en 88, j'ai repris ce terrain et j'ai construit donc, j'ai d'abord ouvert un café-théâtre. Au départ, j'étais censé m'associer avec quelqu'un pour construire un immeuble. Et puis, c'était juste les années 88, début des années 90, c'était la grande crise immobilière où il y a eu des pertes assez importantes. Donc, je me suis retrouvé à devoir trouver une solution avec ce terrain, puisque mon associé était l'une des grosses faillites de l'immobilier genevois, qui après a été repris par la Fondation de valorisation de la BCG. Et donc, j'ai dû trouver une solution tout seul. Donc, j'ai ouvert un café-théâtre dans un vieux local de serrurerie. C'était assez amusant. Ça a marché heureusement, le feu de Dieu, dans les années 88, 89, 90, jusqu'à 91.
En 91, je me suis lancé dans un projet de construction. J'ai eu la chance d'obtenir une modification du PLQ, donc du plan localisé de quartier, qui m'a autorisé à construire mon petit hôtel-restaurant qui finalement rejoignait vraiment ma profession que j'avais apprise. Et lorsque j'ai obtenu cette autorisation de construire, je me suis dit d'abord, il faut quand même faire attention, l'avenir est toujours incertain, il vaut mieux mettre plusieurs œufs différents dans notre panier. Et j'ai donc construit ce petit hôtel avec une vision d'avenir qui pourrait être transformée soit en studio, soit en foyer, résidence pour des étudiants, pour des personnes âgées. Et avec l'activité du restaurant, ça nous permettait de donner quelque chose de très polyvalent. La salle en bas me permet peut-être de continuer ce café-théâtre qui était assez sympathique et qui est assez proche de ce que j'aime, puisque le contact avec les gens est quelque chose que j'aime beaucoup. Et donc, finalement, ça finit par développer une atmosphère assez conviviale et familiale à l'intérieur de ce petit hôtel. Et j'étais assez content de pouvoir travailler normalement jusqu'à, évidemment, le début de l'année dernière, où on nous a mis, ça c'était un petit peu pour la présentation, puis j'essaie de suivre un tout petit peu le plan qui nous avait été donné. Donc ensuite de ça, il y avait le détail de la mise en place. Donc, comme vous l'avez compris, j'ai ouvert cet hôtel, il y a environ 31 chambres, la salle de spectacle, la salle de restaurant, une salle annexe à la salle du restaurant, une terrasse, une salle de conférence. Il y a donc multiples activités possibles dans cet hôtel. C'était un peu la chance parce que ça m'a permis aussi peut-être de m'en sortir pas trop mal durant cette année que nous venons de vivre, tout à fait invraisemblable, bien sûr. Et lorsque j'ai vu au début mars que l'on nous fermait le salon de l'automobile, que l'aéroport fermait, je me suis dit, bon Dieu, on est dans une situation complètement incroyable et il faut tout de suite trouver quelque chose. Si on ne trouve pas immédiatement une solution, on va avoir d'énormes problèmes. Alors, je me suis tourné un peu vers tout ce que les gens pouvaient me proposer, un petit peu les discussions qu'il peut y avoir. Et très vite, déjà à mi-mars, je proposais des logements de longue durée avec des pensions, demi-pensions, pension complète, chambre petit déjeuner, chambre seule, en diminuant évidemment un peu le tarif. J'ai été contacté différentes structures comme les hôpitaux, les cliniques, les foyers les foyers de personnes âgées, les services sociaux bien sûr aussi. Et j'ai réussi à quand même louer en tout cas une quinzaine de chambres. J'ai développé après ça aussi la restauration en vente à l'emporter. Et grâce à cette vente à l'emporter, j'ai aussi pu tout petit peu amortir le travail de mes cuisiniers qui venaient en temps partiel, bien sûr, assurer un service qui n'était plus un service de réception. Ma réception hôtel était fermée puisqu'il n'y avait plus du tout de personnes qui voyageaient, bien sûr. Par contre, il y avait la mise en place des logements longue durée. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai fait un peu de construction, j'ai fait un peu de gérance immobilière, j'ai fait différentes choses qui m'ont permis d'avoir un tout petit peu d'expérience là-dedans. Donc, j'ai rapidement fait des de location longue durée. Et j'ai encore aujourd'hui, après une année, j'ai un peu plus de la moitié de mon hôtel qui est occupé par des gens au mois. Alors, certains sont en pension complète, d'autres en demi-pension, comme je vous disais tout à l'heure. Et puis, ça nous donne une activité pour les cuisiniers qui peuvent également faire de la vente à l'emporter. Donc, j'arrive un tout petit peu à récupérer, bien sûr, le chiffre d'affaires complet, puisque l'activité hôtelière est totalement absente et à ce niveau-là, c'est donc très, très difficile. Mais ça permet de s'en sortir un tout petit peu. Et voilà un peu la mise en place de ce que j'ai pu faire pour cette période très, très difficile. Après cela, je crois qu'il y avait des questions qui allaient être posées. Je peux encore bien sûr développer, mais je ne veux pas prendre trop de temps de parole parce que je crois que tout le monde est voilà. Merci. S'il y a d'autres choses, s'il y a quelque chose que tu aimerais que j'ajoute, Gilbert, bien sûr, très volontiers. Voilà, je ne sais pas si… comment on pense… Nous voulions uniquement vous demander dans quelle mesure les aides de l'État vous ont été utiles. Alors, alors, bien sûr, les aides de l'État ont été indispensables. Sans cela, on n'aurait pas pu s'en sortir puisque j'ai le 50% de mon personnel qui est en RHT. La seule chose que je regrette un tout petit peu, c'est que malheureusement, je vais prendre peut-être par étapes, je pense que les RHT, ça, tout le monde
évidemment profiter et utiliser un tout petit peu. On a essayé de se débattre en essayant de comprendre un tout petit peu les formulaires. Et ce que je regrette, c'est que ces formulaires changent régulièrement. Les arrêtés fédéraux changent, mais j'imagine que c'est assez normal, ils changent parce que la pandémie continue et il faut bien trouver des solutions. Mais je trouve dommage que l'on nous change les formulaires sans arrêt, parce que ça nous oblige à nous remettre en question à chaque fois. On doit refaire des demandes tous les 2-3 mois. Alors, ils viennent de changer, ils viennent de passer à 6 mois, fort heureusement. Mais enfin, auparavant, c'était tous les 2-3 mois, il fallait refaire des demandes. Si on dépassait le délai, on était pénalisé de 10 jours. Ils viennent aussi de rectifier cela. J'en remercie. J'ai d'ailleurs envoyé quelques mails dans ce sens-là. Je suis content que ça ait été, je t'imagine, ne pas être le seul, mais enfin, heureusement, ce sont des petites modifications qui ont été apportées. Et si on fait une petite analyse après ça de l'ensemble des aides que l'on a pu recevoir, il faut chaque fois se replonger dans des documents compliqués. Pour nous qui sommes commerçants, on n'est pas habitués et notre quotidien n'est pas faire de l'administration. Alors, j'ai de la chance de bien m'en sortir là-dedans, donc je sais que j'ai pu résoudre une bonne partie de mes problèmes, mais j'ai une quantité de collègues qui ont même baissé les bras et qui abandonnent et qui ont renoncé maintenant, qui ferment leurs établissements, qui regrettent que les prêts qui ont été faits aujourd'hui, on leur réclame. S'ils avaient fermé il y a une année, ils n'auraient pas emprunté d'argent, donc ils n'auraient pas vécu sur ces prêts. Il y a tout un tas de choses comme ça que l'on n'avait pas pensé. Le commentaire d'Olivier. Alors, Merci. Alors, c'est un tout petit peu, je regrette un tout petit peu que les choses soient passées ainsi. En plus de ça, on nous a fait faire quelque chose, on nous a fait acheter des plexiglas pour pouvoir travailler, mis des masques, des gels hydroalcooliques. Et toutes ces choses-là qu'on a mis en place, finalement, on les a utilisées que quelques semaines pour nous refermer de nouveau. Et c'est un tout petit peu ce que je regrette. Les choses ont été un peu trop compliquées pour les cas de rigueur, les indemnités de mètres carrés, etc. Moi, j'avais, petite parenthèse, et comme il y a Yvan qui est là aussi de chez Pro, je regrette une chose, petite idée comme ça qui m'a traversé l'esprit. Est-ce que si l'on avait pris quelques dizaines de milliers de chômeurs en Suisse, ceux qui étaient capables de pouvoir le faire, bien sûr, qui auraient pu cheminer dans les rues, dans les magasins, dans tous les endroits, en donnant non pas dans un rôle répressif, mais dans un rôle d'accompagnement. Et je pense que ça aurait été même glorifiant, enrichissant sur le plan social et gratifiant dans leur activité pour essayer d'instruire la population à des gestes barrières, à des gestes qui nous auraient protégés et qui auraient évité peut-être des fermetures aussi prolongées qui nous empêchent de travailler. Et finalement, ces personnes-là sont à la charge quand même de l'État puisque ce sont le chômage et c'est justement les RHT aussi qui doit nous indemniser aujourd'hui. On aurait pu utiliser ces gens-là en leur mettant de nouveau le pied à l'étrier dans une activité gratifiante, comme je viens de le dire, enrichissante sur le plan social et pourquoi pas peut-être ouvrir de nouvelles horizons professionnelles dans le conseil, Alors, évidemment, je ne dis pas que tous les chômeurs étaient capables de faire une activité de ce type-là, mais on a du chômage dans tous les secteurs d'activité, de la comptabilité, et je regrette qu'on n'ait pas trouvé quelque chose dans ce sens-là pour pouvoir continuer à travailler. Mais bon, merci. Je ne vais pas faire plus long. Je vous remercie Tu peux revenir dans les questions à la fin, c'est très gentil. Merci. Je t'en prie. Merci beaucoup, Monsieur Maury. Il n'y a pas de quoi, avec plaisir. Alors maintenant, nous allons donc céder la parole à des étudiantes de l'AIE-SEC, Anne-Lotte Perdec et Augustina Rodriguez. L'AIE-SEC, c'est une association internationale des étudiants en sciences économiques et commerciales qui a été fondée en 1948 en Europe. Et les pays fondateurs sont la Belgique, la France, le Danemark, la Finlande, la Norvège, la Suède, les Pays-Bas, et le premier siège de cette association était aux Pays-Bas, à Rotterdam. Et c'est également une association qui est une ONG, et son siège actuel est à Montréal, qui est donc au Canada. Une organisation internationale apolitique et indépendante qui est gérée entièrement par des étudiantes et des étudiants et des diplômés du supérieur.
c'est la plus grande organisation mondiale estudiantine. Elle est membre également permanente du comité de l'UNESCO. Et par exemple, en 2016, c'est 70 000 membres actifs dans 126 pays répartis dans plus de 2400 universités. Elle gère des milliers de stages dans de nombreux pays et à travers 5 continents, ainsi que des conférences et des débats. Eh bien, nous sommes heureux d'accueillir ces deux demoiselles. Je cède la parole à Anne-Lotte et à Augustina. Ok, bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup pour cette introduction, c'était très chic. C'est vraiment un plaisir de pouvoir être là à nouveau ce soir et un plaisir de voir et revoir certaines têtes que je reconnais des précédentes séances. Donc, comme vous l'avez entendu et comme vous le savez peut-être déjà, le but de l'AIESEC est de promouvoir le leadership et la diversité culturelle au moyen d'échanges internationaux et d'événements en relation avec les objectifs de développement durable de l'ONU. Comme vous pouvez bien l'imaginer, le Covid nous a plus ou moins empêchés de mener à bien toutes nos activités et comme vous, entrepreneurs, on a été contraints de passer en ligne et innover pour garder le dynamisme au sein de nos membres et au sein de la communauté universitaire. Donc, avec l'AIESEC, on s'est demandé comment est-ce qu'on peut inspirer nos troupes? Comment est-ce qu'on peut inspirer des étudiants qui passent vraiment leur journée devant des écrans déjà de toute façon? Comment est-ce qu'on peut promouvoir des événements et des échanges théoriquement interactifs et internationaux alors qu'on est en pleine pandémie? Je laisse Agustina passer plus loin pour certaines explications. Pardon. Une innovation du coup à laquelle on a procédé, ça a été de mettre en place un événement qui s'appelle Act for Tomorrow, qui aura lieu en mai et consiste en la visite par groupe de 5 ONG sur une durée de 5 jours. Donc, initialement, cet événement devait avoir lieu dans les halls d'Unimile. Donc, il faut penser avec un trafic de 2000 personnes par jour. Et au vu de la situation sanitaire, on a clairement dû le repenser et trouver un moyen de switcher un peu. Et donc, on a voulu le transférer. On a tout d'abord eu l'idée de le transférer sur une plateforme en ligne où les gens pouvaient donc virtuellement se balader de stand en stand et avoir l'impression qu'ils étaient au milieu d'Unimile. Sauf qu'avec du recul, on s'est rendu compte que ça allait être ni attractif, ni nous apporter forcément de la visibilité, étant donné que, en tant qu'étudiant surtout, et je pense que tout le monde, on en a tous marre d'être tout le temps en ligne. Du coup, on a quand même essayé d'opter pour une solution un peu plus en présentiel, donc ce qui a été de switcher à des petits groupes. Donc le processus a été long, mais nous nous attendons quand même à un succès. En visitant justement 5 ONG sur une durée d'une semaine par groupe de 15. D'autre part, nous souhaitons bien évidemment développer nos membres le plus possible. Et une des choses que nous faisons déjà en temps normal, c'est d'organiser des workshops. Donc là, nous avons switché à des workshops en ligne à partir du semestre dernier. Et nous organisons, facilitons et promouvons des workshops sur les skills development. Voilà. Du coup, pour les workshops, par exemple, on est vraiment ouvert à toute potentielle proposition, dans le sens où ce n'est pas l'AIESEC qui donne le contenu, mais l'intervenant qui décide de ce qu'il a envie d'apporter aux jeunes. Donc, par exemple, ce que nous avons eu avec succès l'année passée, c'était vraiment super cool. On a eu un entrepreneur spécialiste bijoutier qui souhaitait, via l'AIESEC, avoir un point de vue jeune pour sa stratégie de marketing. Donc, quels réseaux sociaux utiliser, quelle plateforme apporte le plus de visibilité, qu'est-ce qui nous donne envie d'acheter un produit. Nous avons donc réussi à regrouper une quinzaine à vingtaine d'étudiants selon sa demande et nous avons passé plus de 2 heures à brainstormer dans une des salles de l'Unimile. C'était en septembre, donc c'était encore une petite pause Covid, on avait pu faire en présentiel, mais on a passé avec une vingtaine d'étudiants 2 heures à brainstormer, à discuter et à lui donner des conseils stratégiques pour son marketing. Donc voilà, ça c'est plus ou moins ce qu'on a réussi à mettre en place pendant cette période de confinement. Ça n'a pas été facile, c'est un vrai challenge, surtout d'essayer de motiver des étudiants qui passent déjà leur journée devant Zoom. On est tous un petit peu perdus, mais dans tous les cas, au sein de l'AIESEC en tout cas, il a été super intéressant de noter qu'aucun de nous pour l'instant n'a baissé les bras et que la motivation au sein du comité estudiantin est toujours tout autant présente. Donc voilà, merci beaucoup en tout cas, je pense qu'il y a certaines questions, mais...
Merci Anne-Lotte et Augustina. Donc, si j'ai bien compris, vous avez plus ou moins répondu à la première question, c'est-à-dire les innovations dans cette période difficile. Donc, on sait que la jeunesse, on l'a lu, on l'a entendu, qu'il y a certains mal-être et on sait que vous êtes l'avenir et puis que c'est aussi de profiter un peu de sa jeunesse. Mais on a ces innovations, une m'a interpellé. Donc, si j'ai bien compris, si demain Gilbert Mouron et puis notre comité, Dynamique Comité, fait appel à vous et réunit une vingtaine d'étudiantes et d'étudiants pour un workshop, vous pourriez nous guider sur un dynamisme ou bien un fil rouge qui pourrait être intéressant pour nous. Qu'en pensez-vous? Alors oui, c'est plus ou moins exactement ça. D'un côté, notre but, ça reste de promouvoir nos membres, donc de faire en sorte, enfin de développer nos membres, pardon, et de faire en sorte qu'en sortant de leur expérience à ESSEC, ils aient acquis le plus de valeur à ESSEC possible. Donc que ce soit le leadership, la diversité culturelle, devenir orienté solutions d'une certaine manière, réussir à trouver des solutions quand un challenge s'approche. Mais comme je l'ai mentionné, nous, on n'interpose aucun sujet particulier. Si vous avez envie de discuter de quelque chose en particulier, si vous avez envie justement de faire un workshop sur le skill building, pour nous, c'est bénéfique. Mais si vous avez par exemple besoin d'un avis étudiant par rapport à quelque chose, on est aussi tout autant là pour... ça peut aller dans les deux sens. Donc oui, je vous vois pointer du doigt, c'est tout bénéfique. Merci, merci. Alors, merci beaucoup, c'est excellent. Donc, l'initiative que vous avez prise, ça vient des membres de la direction de l'Université de Genève ou bien c'est un travail d'équipe? Alors, dans tous les cas, les deux initiatives, nous, on est notre executive board qui est en place depuis janvier. Ça a été une grosse discussion avec l'ancien. Je pense que vous devez connaître Kitri et Estelle, qui sont assez souvent venus pendant les précédentes séances aussi. Ça a été un petit peu un peaufinage. Donc, les initiatives, on y a déjà pensé pendant le premier confinement. Et maintenant, avec la nouvelle génération qui arrive, c'était du peaufinage, c'était regarder comment est-ce qu'on peut s'adapter au plus vite possible, parce que préférablement, les workshops, c'est toujours mieux de les faire en présentiel. C'est plus interactif, il y a plus de débats, plus de discussions. Mais après, si on doit soudainement anticiper et puis passer en ligne, tout doit être possible et tout doit pouvoir faire en 2 minutes. Anne-Lotte, Augustina, merci beaucoup. Au plaisir. Merci beaucoup de nous avoir accueillis. Je vous en prie. Maintenant, je cède la parole à Aurélie. Bien, merci Gilbert. Autour de Denis Barre d'intervenir. Denis Barre, directeur général d'IKEA Vernier, qui a récemment fêté ses 10 ans. Donc, IKEA est une entreprise, comme vous le savez, suédoise, fondée en 1943 en Suède. C'est devenu un groupe suédois en 82. IKEA, bien sûr, est donc spécialisé dans la conception et la vente de détail de mobilier et d'objets de décoration. Vous connaissez certainement l'équipe, vous avez certainement eu l'occasion de les monter chez vous. Et donc voilà, Denis Barre travaille depuis 31 ans chez IKEA. Il est la preuve vivante que chez IKEA, on évolue professionnellement. Il était à l'origine responsable des ventes et il est devenu directeur général. Je le laisserai nous en dire plus sur ce qui a permis à IKEA de traverser cette crise et de faire preuve d'innovation et de créativité. Merci beaucoup. Merci, bonsoir à tous. Merci Aurélie, merci Président Mouron pour cette invitation au sein de la CREG. Et puis merci de me donner la parole ce soir. Oui, alors effectivement, je suis depuis très longtemps dans cette entreprise. J'ai eu la chance de travailler dans différents pays et je suis arrivé responsable du marché genevois en 2017. Et auparavant, j'étais positionné aux Pays-Bas à Delft, où j'ai eu d'ailleurs la chance d'être à l'executive board de l'AESEC quand j'étais aux Pays-Bas. Donc là, c'est rigolo de voir des étudiants de cette association ce soir. Le monde est petit. Et puis, pour revenir au sujet de ce soir qui nous occupe, une fois passé le choc de la fermeture et de réaliser que nous étions un produit non essentiel, ce qui a bien sûr provoqué 3 fermetures en l'espace de 11 mois, on s'est aussi très rapidement rendu compte, et les équipes en premier lieu, que ces confinements allaient transformer la maison. Et ça t'aime bien parce qu'on vend des biens d'équipement de la maison. Parce que bien sûr, confinement veut dire travail à la maison, veut dire les étudiants qui reviennent chez eux,
et de nouveau aménager des espaces de travail, réorganiser son chez-soi de façon très différente. Le challenge intéressant que nous avons sur le Genevois, c'est que nos habitats sont en moyenne 25 mètres carrés plus petits que n'importe où en Suisse. C'est-à-dire qu'au lieu de penser mètre carré dans le Genevois, on pense mètre cube. Comment on optimise nos pièces, puisque nous vivons, la plupart d'entre nous, dans des espaces réduits. En étant fermé, comment peut-on garder le lien avec nos clients? Et très rapidement, une petite équipe a mis en place ce qu'on appelle les plannings à distance. C'est-à-dire que via notre site, vous pouviez réserver un rendez-vous pour faire planifier votre chambre, votre cuisine, votre espace de travail via un rendez-vous Teams. Et cette planification supportée par un logiciel 3D vous donnait un aperçu de ce que pourrait être la pièce demain qui correspondrait à vos nouveaux besoins à la maison. Donc ça a été la première étape. Et petite anecdote assez rigolote, quand on a mis en place les rendez-vous sur notre site, il a fallu attendre 7 minutes pour voir le premier rendez-vous bloqué par un client, de façon à avoir la commande à la maison. Mais bien sûr, une fois qu'on a fait le devis, qu'on a présenté à quoi pourrait ressembler la pièce, le deuxième challenge, c'était de pouvoir vendre. Et c'est là qu'on a mis en place ce système de click and collect ou click and delivery qui permettait à l'ensemble du Genevois d'avoir sa livraison chez soi en moins de 24 heures. Et pour ceux qui ne voulaient pas monter, parce qu'Aurélie, tout le monde ne monte plus les meubles maintenant, on avait aussi un service de montage qui pouvait intervenir dès le jour d'après. Ce qui est intéressant, c'est que ces deux initiatives à l'origine des collaborateurs nous ont permis, pendant les 3 fermetures successives, d'assurer à peu près 50% de notre chiffre d'affaires normal. C'est faramineux pour nous et ça nous a vraiment sauvés et ça nous sauve encore aujourd'hui. Très bien. Comment vous avez constitué cette réflexion en équipe? Alors, on a la chance d'avoir un forum d'écoute des collaborateurs qui est assez évolué au sein de notre entreprise. Vous avez évoqué, Aurélie, le fait que nous étions d'origine suédoise et c'est encore très, très prenant au sein de notre entreprise. La hiérarchie est extrêmement plate et ça permet à l'ensemble des collaborateurs d'avoir des forums pour s'exprimer. Et ces forums d'expression donnent lieu à des idéations et ces idées sont éventuellement reprises si on pense qu'il y a une valeur ajoutée. Très intéressant. Et est-ce que dans ce processus, est-ce que les aides de l'État ont été utiles, adaptées à votre activité? Alors là, c'est une question qui est très intéressante et c'est aussi quelque chose qui est une vraie fierté et ce qui explique peut-être ma carrière dans cette entreprise. Tout d'abord, il faut savoir que notre fondateur est décédé il y a maintenant 3 ans, c'était il y a 3 ans en janvier, mais qu'il a cédé notre entreprise à une fondation. Et donc, ça veut dire c'est qu'on n'a pas d'actionnaire à la fin de l'année qui vient taper à la porte pour demander des dividendes. Et dans ce cadre-là, les 9 responsables de marché au niveau de la Suisse et la présidente directrice générale ont pris la décision de ne pas faire appel aux aides de l'État et ni au RHT parce que nous pensons que nous avons les reins suffisamment solides et que ces moyens qui sont mis à la disposition par la Confédération seront beaucoup plus utiles vers des entreprises qui sont des difficultés bien plus importantes que la nôtre. Donc, en fait, on n'a pas fait appel au RHT et les 280 collaborateurs du magasin qui est situé sur la commune de Vernier sont employés à 100% depuis le début de la crise. Eh bien, merci infiniment, Denis Barre. Je trouve que le témoignage est particulièrement inspirant. Merci, ça me fait plaisir. Très bien. Christian, tu poses des questions, si on a. Voilà, chers amis, j'ai donc envoyé un petit message pour savoir s'il y avait des questions. Alors, à part que quelqu'un nous dit qu'il est navré et qu'il doit nous quitter, je n'ai actuellement aucune question. Est-ce que Maury veut reprendre la parole? Est-ce que M. Maury, qui ne se trouve pas à Calvi, n'est-ce pas, sous le soleil corse, voudrait nous dire encore un petit quelque chose? Ou à nos intervenants? Voilà, il faut que je redéveloppe le micro. Non, ce que je disais tout à l'heure, c'était, je trouve dommage que l'on nous ait coupé
la possibilité de continuer peut-être à travailler sous d'autres formules, avec des formules qui seraient un peu différentes, dans le sens qu'on aurait évidemment des nombres de personnes limités dans le magasin, que l'on mette un peu plus de distance dans les restaurants, que l'on essaie d'organiser une circulation qui évite que le client qui va aux toilettes passe devant la table de celui qui est en train de manger. Et je suis convaincu qu'on aurait pu mettre en place quelque chose avec une surveillance accrue, avec pas une surveillance répressive, mais une surveillance d'accompagnement. On aurait certainement pu améliorer les choses sans avoir à fermer drastiquement comme on l'a fait, et en essayant de vivre un peu autrement, parce que bien que l'on essaie de trouver des solutions, on nous promet que le vaccin va être la solution à tous nos problèmes. J'ai quand même le sentiment qu'on parle de grippe depuis plus d'un siècle, et bien, elle revient quand même toutes les années. On meurt de la grippe quand même toutes les années encore, on meurt de problèmes cardiaques, de cancer et de tout ce que l'on veut. Donc, je pense qu'il faut trouver des solutions pérennes pour l'avenir, des solutions qui nous permettent de retrouver nos libertés, de retrouver un peu nos contacts humains, parce qu'on ne pourra pas continuer à vivre tout le temps par le biais d'une caméra et d'un micro. Ça me semble complètement fou comme avenir. Moi, je ne peux pas dire à mes enfants, je ne peux pas dire à mes petits-enfants que ça, c'est l'avenir qu'on leur propose. On s'est fait piéger déjà, je pense, dans notre société, parce qu'on est né dans une époque où on nous a dit qu'il fallait croissance pour que ça puisse fonctionner. Mais on nous a menti quand moi, enfant, on m'a dit qu'il faut de la croissance et de la consommation. Mais croissance et consommation, je compare ça à mon plateau de sommeiller. Quand vous avez donné à un sommeiller un plateau, vous lui mettez des verres dessus. Il est content parce qu'il fait plus de chiffre d'affaires, il sert plus de clients. Mais il y a un moment donné, si vous mettez un verre de plus sur ce plateau, il y a tous les verres qui tombent. Eh bien, avec la population de la Terre, on est devant un problème de ce type-là. Bon, on peut développer et philosopher longtemps sur tout cela, mais c'est des questions que je suis bien obligé de me poser, puisque j'ai des petits-enfants et j'ai envie de garder ce bon vieux principe qui dit que la Terre ne nous appartient pas, mais elle nous est prêtée par nos enfants. Et je trouve que c'est un peu dommage que l'on n'essaie pas de trouver des solutions pour l'avenir. Alors bien sûr, si on veut diminuer la population de la Terre, il faut aussi trouver des idées. Pourquoi pas mettre en place, au lieu de faire un FMI où il y a toujours des richesses qui doivent augmenter, pourquoi on ne ferait pas un FMI, au lieu de faire un FMI, on ferait un FFI, dans lequel on donnerait l'équivalent d'un SMIC à toutes les mamans de la Terre pour le premier enfant, mais rien pour le deuxième. Ça permettrait aux gens de donner d'éducation. Il ne faut pas aller trop loin, Yves. C'est très sympathique, mais là, il faut rester dans le cadre. Alors, justement, ce que je dis là, ce que je veux dire par là, il faut trouver des solutions pour qu'on puisse continuer à développer notre économie, continuer à travailler normalement avec des systèmes différents, mais trouver quelque chose qui nous permette de donner une surveillance, de donner un accompagnement pour que les commerces puissent continuer à travailler, puissent continuer à vivre. Parce que comme on est là, on ne peut pas continuer, ce n'est pas possible. Tout à fait d'accord. Monsieur Maury, merci. Oui. Voilà. On dit sur le FFI, donc c'est d'entrer dans la résistance, si j'ai bien compris. Non, pas du tout. Alors, c'est de la distance. Je passe la parole à Aurélie. Je cède la parole à Aurélie, puisqu'il y a une question. Alors, c'est en réalité Denis Barre qui avait une question. Quant au taux d'absentéisme du personnel élevé ou pas durant ces 12 derniers mois, est-ce que l'un des intervenants aimerait prendre la parole? En fait, je crois que Aurélie, c'est Olivier qui me pose la question. Excusez-moi. Denis Barre, qu'en est-il de l'absentéisme? Oui, Olivier, merci pour cette question. Le taux d'absentéisme est à 5,65 pour les 12 derniers mois, c'est-à-dire à peu près 0,4 à 0,5 inférieur aux années précédentes. Et ce taux d'absentéisme comprend les quelques cas de Covid que nous avons eus. Donc, je dirais que ça montre quand même que l'intérêt du personnel de continuer à venir travailler, avoir une relation sociale est intéressant. En revanche, par rapport à la vie au travail et au comportement, qui est une deuxième partie de la question, qui est judicieux, je dois dire que je note une lassitude chez le personnel qui ne travaille pas dans son département ou dans son métier. Je pense notamment à mes équipes du restaurant. Ça correspond à 42 collaborateurs en tout. Et ces collaborateurs ne travaillent pas dans leur cœur de métier depuis des mois et ont été invités à travailler sur d'autres secteurs. Ils l'ont fait avec beaucoup d'intérêt au début, mais évidemment, quand on est cuisinier, c'est qu'on aime cuisiner et que quand ça fait 2-3 mois qu'on fait de la maintenance
ou de la préparation de commandes, il arrive un moment où on n'est pas forcément très à l'aise par rapport à ça. Donc, ça présente aussi quand même une certaine difficulté et il nous faut garder une bonne ambiance au travail, ce qui n'est pas toujours facile. Mais en tout cas, l'expérience de garder tout le monde sur place, si ça devait arriver de nouveau, je le referai. Merci beaucoup. Il y a une autre question à l'attention du casino, Fabrizio. Est-ce que 100% des collaborateurs sont prêts à revenir dès l'ouverture ou certains ont déjà quitté le navire? Alors, tout le monde va revenir. Alors, nous, on a une politique qui était très claire, sauvegarde des emplois. Donc, comme je vous ai dit, l'année dernière, nous avons fermé 3 mois. Là, ça fait 5 mois que nous sommes fermés. Vraiment, la politique au niveau du conseil d'administration et à mon niveau, au niveau de la direction, c'était vraiment sauvegarder d'emplois tant qu'on allait racheter aucun licenciement. Et c'est vrai, bon, on constate la même chose que Denis, c'est que là, nous, ça fait bientôt 5 mois que les gens sont à la maison, une lassitude. Alors, c'est vrai que j'organise avec mes collaborateurs, et ça, c'est important de garder le lien social avec eux. Une fois par semaine, c'est un mail en leur donnant quelques informations. Une fois toutes les, on va dire 2 fois par mois, des visioconférences en Zoom. Et là, dernièrement, je les ai fait venir carrément une journée en vue de la préparation de la réouverture. Alors, c'est clair, on ne va pas ouvrir demain, mais je vise, à mon niveau, dans ma tête, je vise le mois de mai. Donc là, on est en train de préparer la réouverture. Donc, toutes les 2 semaines, ils viennent physiquement au casino une matinée pour être là, pour voir que le casino est toujours là. Et c'est très important pour eux de voir l'endroit où ils travaillent. Très bien, merci beaucoup pour ce complément. Je passe la parole à Philippe Massonnet. Merci. Donc, je vais essayer de vous faire une petite synthèse de tout ce qui a été dit au niveau des intervenants. Je vais commencer par Fabrizio avec le Casino du Lac, avec 3 axes. Réinventer, innover et développer l'agilité. Donc, tout ça a débouché sur la mise en place d'un jeu en ligne. Si on se réfère à l'historique du choix, on s'aperçoit que c'est le patriarche de chez Partouche à 88 ans, au bout de 50 minutes, qui a dit « go, on y va », et puis que finalement, ils ont chargé le Casino du Lac et de Fabrizio de lancer ça à Genève, et qui s'avère participer pleinement au dynamisme ou à la continuité du dynamisme du casino, et puis aussi son maintien et sa survie économique. Maintenant, si j'en reviens à Yvan Haro avec Fondation Pro, je retiens 450 personnes, je retiens 800 clients, une entreprise comme les autres finalement qui dispense 60 activités avec une volonté absolue de laisser l'humain au centre des activités de la Fondation en saisissant des opportunités commerciales et surtout en suivant de près l'évolution de la santé aussi bien physique que psychologique de tous ses employés. On relève les innovations pendant cette période, les masques, le conditionnement des solutions hydroalcooliques, la gamme d'épicerie ou les économies domestiques. Donc, on s'aperçoit aussi que finalement, aussi bien au casino qu'à la Fondation Pro, quelque part, on voit que les dirigeants ont mis en place des solutions qui ont permis non seulement de maintenir aux entreprises de continuer à travailler, d'utiliser le personnel qu'ils avaient, et puis de ne pas les laisser sur le banc de touche, et puis les permettre d'avoir une activité pendant toutes ces périodes. Si je prends ce que Stefano Fanari nous a expliqué, lui, c'était le dynamisme de l'entreprise, ne jamais stagner, toujours en alerte. Il considère ça comme un stress positif. La période actuelle est évidemment très difficile, selon ses dires. La fermeture abrupte à la création d'une initiative en gardant l'établissement ouvert, les plats à l'emporter. En plus, non seulement ça a servi pour ses clients, mais ça a servi pour lui-même, ses proches et puis son personnel. La boutique en ligne de produits. Concernant les aides de l'État, les RH ont été OK, elles ont été les bienvenues. Au niveau du département de l'économie, OK avec les cas de rigueur, il les a obtenus. Moi, je connais pas mal de gens qui ont beaucoup de mal à les obtenir, donc
Ça fait plaisir d'entendre que certains les ont eus. Et puis un message positif de sa part, on sortira plus fort de cette crise avec une autre sagesse. En ce qui concerne Pierre Gallet, on s'aperçoit que toute sa production, ces 45 hectares, et malheureusement pour nous, mais je pense qu'on peut vous mettre son reportage, vous donner l'adresse sur YouTube, vous puissiez le regarder. Toute la production elle va au privé. L'innovation, finalement, quand tous les marchés ont été fermés, on s'aperçoit que sa fille, qui était très présente sur les réseaux sociaux, en discutant avec son père, ils ont eu toute une bande de jeunes et tout ça a débouché sur du bénévolat, sur de la livraison chez les particuliers. Et puis, quelque part, ils ont mis une semaine pour passer de l'idée à la pratique, pour finalement se retrouver à alimenter de nombreux ménages avec leurs propres produits, avec un soutien plus qu'important de toute la communauté des gens qui finalement étaient en RHT et qui sont venus les aider à le faire. Donc là aussi, les réseaux sociaux, tant décriés, quelque part, ont porté un message d'espoir et puis ont donné du travail et ont permis aussi à une entreprise de survivre et vendre ses produits. Si je reviens à Yves Maury de l'hôtel Calvi, il a plusieurs casquettes. Il a une salle de spectacle, il a un hôtel, il a un restaurant. Il a eu aussi des idées qui ont été aussi très innovantes, c'est-à-dire qu'il a pris son bâton de pèlerin, il est allé voir les hôpitaux, les cliniques, les services sociaux, et puis il a proposé de transformer une partie de son hôtel et louer des chambres longue durée avec des pensions, demi-pensions, et il a pu occuper comme ça la moitié de son staff, 50% de son staff. Il a pu maintenir ses emplois. Et puis, il ne faut pas oublier qu'en maintenant des emplois, on tape moins dans la caisse de l'État. Et puis, tout cet argent qui permet aux gens de travailler et de gagner leur salaire, ça permet aussi, cet argent qui n'est pas totalement donné aux entreprises, permet aussi d'aider les plus démunis et qui n'ont pas, eux, les moyens ou qui n'ont pas l'énergie d'avoir ce genre d'idées. Donc, bravo aussi à toutes ces générations d'idées que tous ces 5 premiers intervenants ont eues. Si je reviens maintenant à l'AIESEC, cette organisation estudiantine, je retiens qu'effectivement pour eux qui avaient déjà ces moyens de communication qui étaient déjà communs, ils ont essayé de les faire évoluer. L'innovation avec les visites par groupe de 5 ONG en 7 jours, via des moyens visio, on s'aperçoit qu'ils ont cherché, elles ont cherché d'autres idées pour avoir des solutions plus en présentiel, alors qu'on voit que dans nos entreprises, on aurait tendance à être beaucoup en présentiel et se réunir en visio. Ceux qui avaient l'habitude de faire de la visio et chercher du présentiel. Et puis l'idée des workshops en ligne fixés par les intervenants, c'est ça qui est important, c'est-à-dire que les gens peuvent dire « j'aimerais faire un workshop » et puis on leur donne la parole. D'ailleurs, l'idée a été aussi retenue par les membres du comité comme étant une possibilité à court terme. Et puis enfin, pour terminer, Denis Barre d'IKEA, donc déjà 31 ans dans une entreprise, aujourd'hui je ne veux pas jouer, mais ça devient rare, donc bravo, à Genève depuis 2017, et c'est clair que la réaction, alors aujourd'hui on se dit, c'est logique, mais finalement j'imagine que quand on doit fermer des magasins, qu'on a 280 employés sur le carreau, et puis qu'il faut trouver une idée en quelques jours pour qu'une grande partie des effectifs et puis du chiffre d'affaires puisse être maintenue, effectivement, c'est vrai que de créer une plateforme où on peut réaménager ses locaux, son chez-soi ou même d'autres endroits d'ailleurs, via une plateforme avec une vision 3D et puis pouvoir commander, puis ensuite créer un deuxième challenge qui est de vendre donc le click and collect et puis le mettre en place aussi vite et voir qu'avec ça, on a sauvé 50% du chiffre d'affaires. Franchement, c'est quand même assez impressionnant comme résultat et surtout comme qualité de réactivité. On a aussi compris que les réflexions d'équipe et la hiérarchie horizontale et les forums de discussion ont permis certainement de traiter très vite cet état de fait. Et puis là, un coup de chapeau quand même, parce que franchement, on aurait pu, IKEA aurait pu, Fondation ou pas, aurait quand même pu, si elle l'avait voulu,
utiliser les racheter pour ses 280 employés, et le fait de ne pas les utiliser pour qu'elles puissent être justement utilisées à d'autres fins chez des gens, qui en auraient peut-être plus besoin. Très personnellement, pour moi, ça mérite un grand coup de chapeau. Donc voilà, on voit que finalement, quand on parle du Covid, tout le monde en parle et puis tout le monde a les bras tous les gens ont les bras qui touchent par terre, puis on s'aperçoit que quand on voit des entrepreneurs qui se donnent du mal, eh bien, il y a des idées, ça fusionne dans tous les sens. Et puis là, on a choisi un certain nombre d'intervenants qui étaient dans des métiers et puis dans des business différents. Et on s'aperçoit qu'à chaque fois, il y a des idées qui sont utilisables par chacun de nous, finalement, chacun à son niveau. Et bravo à tous ces gens qui ne se sont pas laissés abattre. Et qui nous ont expliqué aujourd'hui le dynamisme de chacune de leurs structures. Voilà, merci. Merci beaucoup, Philippe. Alors, s'il y a une personne ce soir du comité qui a bien écouté tout ce que vous avez dit, c'est bien Philippe. Alors, bravo. Merci pour cette synthèse de tous les intervenants. Et Olivier aimerait dire un petit mot, donc on va lui passer la parole. Olivier, à toi. Oui, bonsoir tout le monde, vous m'entendez? Oui, très bien. Super. J'avais 2 choses à dire, mais maintenant j'en ai 3 parce qu'on a trouvé un nouveau job au sein du CREG pour Philippe, vu la qualité de la synthèse qu'il a faite. Thierry Dim a enfin de la concurrence. Merci Philippe. Je voulais juste vous dire une chose, déjà 1000 excuses pour le bug au niveau du film, vous avez tous le lien, donc allez-y. Consultez-le. Pierre Gallet, qui est un type charmant, que j'ai rencontré hier, a passé du temps et il était ravi de participer entre guillemets, virtuellement à cette soirée. Donc, allez-y. Et puis, merci à Fabrizio, merci à tous les intervenants. Je ne peux pas être pour vous, et puis c'est vrai, je peux vous montrer les tickets, parce que j'ai passé une partie de l'après-midi chez Denis Barre et j'avais promis au reste du monde, chez moi, que je participerais à monter les meubles. Vous voyez, donc c'est tout d'actualité. Et je n'ai pas dépensé d'argent chez Fabrizio, mais je n'ai pas passé une nuit d'hôtel à l'hôtel Calvi chez Yves Maury, mais presque. Voilà. Alors, merci beaucoup. Et puis, la prochaine fois, je serai certainement autour de la table avec tous les autres amis du CREG. Merci encore 1000 fois. On a fait tard, mais la partie des échanges et de la synthèse et des échanges était hyper importante. Et grâce à vos questions, c'est un moment de partage qu'on va renouveler et qu'on va même amplifier à l'avenir. Merci encore. Merci. Merci Olivier. Et maintenant, on va placer le tirage au sort. Et cette fois-ci, c'est une main innocente avec celle d'Aurélie Auclair qui va tirer les 3 numéros gagnants. Alors, on va noter les numéros. Ça, c'est Christian qui les note, bien sûr. 32. Le 32. Ensuite. 12. Le 12. 27. Et le 27. Alors, c'est personnes qui sont nommées sur une liste qui est entre les mains de Christian. Il va peut-être les trouver. En tout cas, le 12, il doit l'avoir. Oui, il faut retirer un numéro parce que… Oui, on va Alors, je le 12, retire. on va déjà… 14. Le 12, c'est qui? Merci. Alors, le 12, Frédéric de Cramer. Très bien. Le 14. D'abord le 27. Oui, c'est bien. Marco Ferri. Très bien. Et le 14. Étienne Dufour. Très bien. Alors, les gagnants, ils seront avertis personnellement. Les prix étant au choix, le premier pourra se déterminer et le second aussi. Le troisième prendra le 3e lot. On va vous contacter directement. Pour le moment, on va rester au terme de ce 9e casting des entrepreneurs du CREG et je tiens à remercier tous les participants et féliciter les organisateurs qui ont largement collaboré au succès de ce soir. Aurélie Auclair qui a apporté sa touche féminine aux interventions et a dynamisé les prises de parole. Christian Piton qui a mis une touche de fantaisie dans ses présentations. Philippe Massenet qui nous a fait une description détaillée de la réunion et une synthèse extraordinaire. Et Olivier Lassoupe qui a été la feuille constructive des documents et surtout du reportage vidéo de Pierre Gallet. Enfin, l'homme de la régie, Marco Ferri, qui a brillamment orchestré tous les passages des intervenants et des animateurs. Merci à chacun d'eux. Les gagnants, donc, comme on avait parlé, seront avertis. Et pour ce soir,
eh bien, nous vous informons que la prochaine réunion aura lieu le 21 avril pour un grand casting du CREG où tous les participants pourront se présenter individuellement pendant 1 minute. Et là, on aura la possibilité de parler de tous les sujets qui pourraient intervenir dans le laps de temps et des questions. Merci, bonne soirée à tous et à la prochaine. Bonne soirée. Bonne soirée. On avait dit déjà. Et pour ceux qui veulent ouvrir les micros, vous pouvez applaudir. Merci. Bravo. Merci.